tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans le podcast cette semaine pour partir à la découverte d'un nouveau pays. Pays que moi je définirais comme l'un des pays les plus sains au monde, d'après un reportage que j'ai pu voir il y a quelques années. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que mes stories peuvent parfois tourner autour de ce que je mange, car je sais pas toi, mais moi, la bouffe, j'adore ça. Donc j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus et sans plus attendre, je vais laisser notre invité se présenter. Donc si tu peux commencer par nous dire ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Élise, j'ai 21 ans et actuellement, alors je me trouve dans aucune ville, je suis au milieu de nulle part en Islande, mais par exemple la semaine dernière j'étais à Reykjavik, donc je bouge beaucoup. Super. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu te trouves en Islande? Alors maintenant ça fait 3 mois et demi, oui c'est ça, et je reste pour 6 mois en tout. Génial, donc toi tu t'es vraiment arrivé, donc au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes en janvier 2021. Donc toi apparemment tu es arrivé en pleine situation de crise sanitaire. Ouais, c'est ça. Je suis arrivée, ils avaient mis en place la quarantaine à l'arrivée des étrangers dans le pays. Donc j'ai fait la quarantaine de 5 jours. En arrivant ici, on doit faire notre test Covid, etc. Mais au final, en Islande, la situation est vraiment cool comparé ailleurs parce qu'il n'y a quasiment pas de cas Covid. Donc ce qui fait que les restaurants, les bars, etc. sont ouverts ici, alors que par exemple en France, là actuellement, c'est fermé. Donc c'est plutôt cool pour moi. Ah top. Mais en tout cas moi je suis contente de voir que ça t'a pas mis de barrière. Non, je dirais même qu'en fait, ça m'en a plutôt ouverte parce que, par exemple, les autres personnes qui ont mon âge et qui sont étudiants comme moi, qui ont continué leurs études et qui ne sont pas en année de césure comme moi, se rendent compte que finalement, c'est pas une année de perdue, mais c'est une année vraiment compliquée pour eux. On en parle beaucoup d'ailleurs. Et moi, au final, je vis plein de choses qui sont que bénéfiques pour moi, pour mon avenir, pour mon développement personnel, etc. Et au final, c'était le meilleur moment pour partir. Pour faire ça en fait. Génial. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de partir? J'étais étudiante en information et communication, donc j'ai terminé ma licence. D'accord, donc tu venais de terminer ta licence et là tu t'es dit, j'ai plus envie de continuer, je vais me prendre une année de césure. Ouais, c'est ça. En fait, c'est même pas que j'avais plus envie de continuer parce que j'aime beaucoup mes études, mais je savais que faire une année de césure, c'était vraiment la meilleure idée parce que quand on est en études, on a tendance à toujours rester sur la même ligne directrice. Par exemple, moi, la communication, tout ça, et on voit pas trop le reste. Par exemple, moi, là, actuellement, je suis en volontariat dans le domaine de l'environnement et c'est quelque chose de totalement différent, en fait. Et ça permet d'ouvrir l'esprit, ça permet de savoir un peu plus ce qu'on veut faire, etc. Donc, je pense que c'est vraiment important de faire autre chose lors de nos études. D'accord. Surtout quand on est jeune. C'est le meilleur moment parce qu'on a plein d'opportunités. Je trouve ça top. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, avant de partir, comment toi tu étais? Est-ce que tu voyageais beaucoup? Est-ce que tes parents t'ont fait beaucoup voyager quand tu étais jeune? Alors, c'est une question intéressante parce que non. Avant mes 18 ans, j'ai jamais voyagé, à part en vacances scolaires une fois. Mais non, mes parents sont très casaniers, ils ne voyagent pas du tout. Et donc, j'ai jamais pu voyager. Et c'est à partir de mes 18 ans que j'ai commencé à pouvoir gagner un peu d'argent par moi-même et tout simplement que je pouvais voyager seule. J'ai commencé à faire des petits voyages d'1 ou 2 semaines par-ci par-là, à Londres, dans quelques villes européennes. Mais voilà, en tout cas, c'est la première fois que je vis aussi longtemps dans un autre pays. Comment ils ont réagi, tes parents, quand tu leur as annoncé la nouvelle que tu allais
Partir? Alors, pas bien. Non, en fait, ça faisait assez longtemps que je leur disais que je voulais voyager, que c'était quelque chose qui m'attirait vraiment, qui m'appelait énormément. Ils ont jamais vraiment compris, ils comprenaient pas trop. Ils me disaient mais pourquoi tu veux pas rester là? Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment différent de leur culture en fait, de l'éducation qu'ils ont. Mais je leur en ai tellement parlé pendant longtemps. Des mois, de temps en temps, voilà, je disais moi je veux partir, là je suis sûre je veux partir et tout. Donc ils étaient surpris parce qu'ils s'y attendaient pas quand même. Voilà, je le disais, mais ils pensaient que j'allais pas le faire. Alors que finalement, si, je suis partie et ça a changé beaucoup de choses entre nous et ça m'a énormément surprise. D'accord. On va en revenir là-dessus, mais du coup, t'es de où? Je t'ai pas demandé d'où t'es en France. Je suis du Puy-de-Dôme, de Clermont-Ferrand, voilà. Mais j'ai grandi à la campagne, dans l'endroit très rural, donc ça peut venir de là aussi. Voyage pas, etc. Ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, comment t'as choisi la destination? Et puis comment t'as décidé d'ailleurs que t'allais prendre une année, enfin, t'as choisi l'année de césure, le volontariat. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur comment tu as fait ton choix? Parce qu'il y a quand même beaucoup de façons de pouvoir s'expatrier. Moi, ça faisait longtemps que que je savais que je voulais faire ça. Ça faisait au moins un an. Par exemple, fin de ma L1, début de ma L2, je savais que après ma L3, je voulais faire une année de césure. Je me suis renseignée sur quoi faire, tout simplement, parce que c'est vrai que il y a à la fois beaucoup d'opportunités, à la fois c'est compliqué de savoir ce qu'on peut faire. Et avec toutes les recherches que j'ai fait, j'ai découvert le service civique, j'ai découvert les volontariats de manière générale avec Workaway, des choses comme ça. J'ai découvert le corps européen de solidarité. Je faisais mes recherches aussi dans ma ville, à Clermont-Ferrand, donc où me renseigner tout simplement. Et aussi grâce à mon université. Clermont, j'ai trouvé une organisation qui m'a parlé du corps européen de solidarité et donc j'ai trouvé ça super bien. C'est un programme qui fait partie du programme Erasmus+, qui permet de s'expatrier en tant que volontaire dans l'Europe. Et c'est super parce que tout est payé en fait. Le vol, la nourriture, là où tu vis, etc. Tout est vraiment pris en charge. Et quand tu es jeune, c'est la meilleure solution selon moi parce que par exemple, je suis ici depuis 3 mois, j'ai rien dépensé. Vraiment, j'ai rien dépensé et je voyage. Donc c'est génial. C'est une chance énorme. Je conseille à tout le monde de faire ça parce que c'est vraiment génial. C'est intéressant ce dont tu me parles parce que j'ai un épisode, Betty nous a parlé justement du programme Erasmus+. J'ai aussi un épisode de Victoire qui est partie en Jordanie en tant que VIE. Mais toi, j'ai l'impression que c'est un mix des deux en fait. Ouais, c'est peut-être un mix des deux, je sais pas. En tout cas, ouais, avec le corps européen de solidarité, c'est du volontariat. De manière générale, quand on va sur leur site, on voit plein d'offres, plein de domaines différents, plein d'organisations différentes en Europe. J'ai pas de rémunération, même si on a quand même de l'argent de poche. C'est 6 € par jour. On peut aussi mettre en place des projets personnels. On a un suivi parce qu'il y a plusieurs échelons en fait, d'organisation et d'agence nationale, c'est un peu compliqué. Mais en Islande, par exemple, il y a l'agence nationale qui suit un peu en fait notre programme ici, comment on sent, est-ce que nos projets avancent, etc. Donc ouais, c'est vraiment intéressant quand on est jeune étudiant comme ça. Génial. Est-ce que tu sais s'il y a des conditions, par exemple en termes d'âge, où justement il faut avoir un certain diplôme? Alors diplôme non, par contre l'âge oui, il faut avoir entre 18 ans et 30 ans. Ah oui, donc ça va, il y a quand même une belle marge. Ouais. Bon, je pourrais plus le faire, mais... Ouais. Et bah, c'est vrai que ça peut être dommage aussi. Après, c'est vrai que c'est compréhensible. Le but, c'est aussi pouvoir trouver notre voie. Le but aussi du corps européen de solidarité, c'est ça, c'est de trouver notre voie professionnelle aussi. Et donc, ouais, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il y a une limite d'âge aussi. Non, c'est génial. Et donc, est-ce que tu peux nous dire exactement quand tu as commencé à prendre connaissance de ce programme, comment ça s'est passé? À partir de là que j'ai commencé à faire toutes mes candidatures, parce qu'il y a des candidatures à faire, envoyer une lettre de motivation, faire des interviews pour être pris, etc. Donc c'est à partir de là que j'ai fait ces démarches-là. Et j'ai trouvé mon projet assez tard, je l'ai trouvé en juillet, parce que je savais vraiment ce que je voulais. Et là où j'étais prise, finalement, c'était pas toujours ce que je voulais, donc j'acceptais pas. Et là où je voulais, j'étais pas toujours prise, donc voilà.
c'est un peu compliqué par rapport à ça. C'est compliqué, mais je pense que ce que tu viens de dire, c'est super intéressant de ne pas jeter sur la première proposition qu'on a et savoir vraiment ce qu'on recherche à travers cette année de césure. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En fait, je voulais tellement partir que des fois, je candidatais dans des projets qui m'appelaient pas tant que ça, mais je me disais, oh, ça a l'air quand même sympa. Et puis quand finalement j'étais prise, je me disais, ah, peut-être que je trouverais mieux quand même. Donc, du coup, je candidatais, ou j'attendais pour d'autres que je voulais. Et c'était compliqué parce que certains que je voulais vraiment, ben, j'ai pas été prise. Ceux que je voulais un peu moins, j'ai été prise. Ouais, c'était un peu compliqué. C'est comme quand on candidate pour des jobs ou des masters, des fois, c'est toujours. Ouais, c'est comme ça, quoi. C'est tout à fait ça. Et donc, du coup, ça doit être quand même une mission, ça reste en Europe, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ouais, dans l'Union européenne. D'accord. Et donc, du coup, toi, cette annonce, qu'est-ce qu'elle te disait? Alors, cette annonce, on pouvait voir qu'on pouvait. C'était dans le domaine de l'environnement. Moi, je savais que je voulais travailler dans ce domaine-là parce que c'est vraiment un domaine qui me plaît, dans lequel je travaillais pas du tout avant parce que j'avais pas forcément l'occasion entre les études, le travail pour gagner un peu de sous, etc. Et donc voilà, donc je voulais dans ce domaine-là, donc c'était ça. Donc travailler par exemple, dans le nettoyage de plage, les choses voilà plutôt concrètes comme nettoyer les plages, planter des arbres, mener des camps volontaires, faire des workshops, ils appellent ça des sortes d'animations sur tous les domaines de l'écologie et de l'environnement. Voilà, elle parlait de tout ce qu'on pouvait faire. Alors bon, à cause du Covid, par exemple mener des camps volontaires, j'ai pas eu l'occasion de faire ça, ce qui est très dommage. Après, je suis pas encore partie, peut-être que j'aurai l'occasion. Mais voilà, mais jusqu'à maintenant, j'ai fait jardinage, proposer des produits locaux pour une clinique, par exemple, où il y a des personnes âgées. Voilà, des choses comme ça. Super. Et quand on t'a annoncé le moment que tu étais prise dans ce programme, combien de temps il s'est passé entre le moment où on t'a annoncé la nouvelle et le moment où tu allais devoir partir? J'ai été acceptée en mi-juillet. J'avais 2 projets dans lesquels qui m'intéressaient vraiment, un en Suède et un en Islande. Et je devais faire le choix entre les deux. Et donc j'ai fait le choix pour l'Islande. Mi-juillet, fin juillet, je savais que j'avais mon contrat. Et je savais que je pouvais partir. Après, j'avais le choix de quand je voulais partir et j'ai décidé de partir fin septembre pour avoir le temps de me préparer, de dire au revoir à la famille, aux amis, etc. Et donc voilà, donc il s'est passé 2 mois. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu te souviens dans quel état tu étais psychologiquement la veille avant de partir, par exemple? Oui. J'étais en mode Élise, pourquoi tu fais ça? Parce que je quittais mon copain. J'étais en mode non, il va trop me manquer pendant 6 mois. Donc, mais d'un côté, j'étais aussi hyper excitée, mais aussi beaucoup dans le questionnement de comment va être ma vie là pendant 6 mois après. Je me posais plein de questions. Je doutais pas vraiment quand je dis pourquoi tu fais ça, c'était parce que j'étais nerveuse. J'étais aussi hyper excitée quand même. Mais oui. Le fait de quitter mon copain, c'était peut-être la chose la plus dure parce qu'on vivait ensemble. Donc, Ah oui. voilà. Vous êtes toujours ensemble au bout de 3 mois de séparation? Oh oui. On fait tout pour qu'il puisse venir en février. Je suis sûre qu'il arrivera à venir, en tout cas je te le souhaite. Et donc du coup, est-ce que toi tu partais seule dans cette mission ou est-ce que tu savais s'il y avait d'autres personnes qui partiraient avec toi? Alors non, je partais seule, vraiment. Je savais que je serais avec d'autres volontaires, ça c'était... ils me l'avaient dit, l'organisation me l'avait dit, mais par contre je savais pas qui, combien de temps ils allaient rester, enfin voilà, je partais seule quoi. D'accord. Et une fois sur place, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a accueilli à l'aéroport ou t'étais livrée à toi-même? On est venu me chercher, une personne de l'organisation est venue me chercher. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Avec ce programme-là, on est quand même assez... voilà, on n'est pas livré à nous-mêmes comme ça. Et puis, comme il y avait la quarantaine à faire, l'hôtel a été directement pris en charge par l'organisation. Donc voilà, donc c'est eux qui ont géré ça et qui m'ont emmené à l'hôtel pour la quarantaine, etc. Ouais, parce que du coup, tu t'es retrouvée dans une chambre d'hôtel comme ça pendant 5 jours. C'est ça. J'avais le petit déjeuner qui était compris et des volontaires de l'organisation m'apportaient tous les jours le déjeuner. Sympa ça. Mais là, est-ce que pendant ces 5 Ouais. jours, tu t'es posé cette question, mais qu'est-ce que je fais là dans cette chambre d'hôtel? Et non. En fait, non. Déjà, quand je suis arrivée en Islande, que j'ai vu
cette île de l'avion, j'ai été tellement excitée, vraiment, j'ai ressenti une adrénaline, j'avais qu'une envie, c'était de commencer, d'être sur cette île. Et après, quand j'étais dans la quarantaine, en fait, il faut savoir qu'on a droit quand même d'aller dehors. On n'a pas le droit d'aller dans les magasins, etc., mais juste de sortir, c'est possible. Donc je sortais quand même, j'allais marcher, et j'étais trop contente d'être là, d'avoir vraiment le pied sur l'Islande. Même si quand même je profitais de ce temps de quarantaine pour réaliser que j'étais arrivée en Islande, que j'étais ici toute seule, etc. Mais j'étais quand même super contente de pouvoir commencer cette aventure. C'est sympa quand même qu'ils te laissaient sortir, prendre l'air, au moins avoir le sentiment de respirer cet air qui doit être si pur. J'ai l'impression que là-haut, ça doit être très pur comme air. Et tu disais ton niveau d'anglais, il était pas top avant que tu partes? Non, non, clairement pas. Si je pouvais parler en niveau, je pense que mon niveau était plutôt entre A2 et B1. Pareil, avec le programme Erasmus, on peut avoir accès à une plateforme de langue sur laquelle on peut travailler notre langue. D'abord, on a un test à passer et le test disait B1. Même si moi, j'en étais plutôt A2. Mais oui, non, je pouvais comprendre, parler un peu. C'était pas catastrophique, hein, mais c'était pas parfait, loin d'être parfait. Et du coup, les volontaires qui étaient en contact avec toi, eux, ils étaient français? Ils sont français ou ils sont islandais? Non, les volontaires qui sont avec moi, il y a de tout. Il y a pas de français, pas un seul depuis que je suis là. Et les volontaires, ils changent beaucoup. Il y a un gros turnover. Donc j'ai rencontré énormément de monde ici. Certains, je les ai rencontrés que 2 jours, d'autres juste une soirée, d'autres 3 semaines. Là, actuellement, je suis avec un groupe de volontaires. On est tous ensemble soudés. Normalement, je devrais rester avec eux jusqu'à la fin. Mais par exemple, voilà, il y a des Espagnols, des Belges, des Allemands, beaucoup d'Allemands. Ouais, il y a beaucoup d'Allemands. Voilà, toute l'Europe de manière générale. Mais en général, dans l'organisation, il y en a aussi du monde entier quand il n'y a pas le Covid. Super, ça c'est vraiment top. En plus, ça te permet de te construire un réseau énorme. Ouais, c'est vrai que le fait d'être avec autant de monde, on discute beaucoup sur nos projets, etc. On se dit, voilà, toi, tu as fait un stage là-dedans, ah ben d'accord, moi, j'aimerais bien faire un stage dans ce domaine-là. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'au fil des discussions, des fois, on peut parler de trucs vraiment intéressants pour l'avenir, pour nos prochains projets. C'est vraiment Super. cool. En tout cas, il y a pas photo, c'est nettement mieux que d'être confiné comme on l'est en ce moment en France, il n'y a pas de doute. Mm. Et tes journées, enfin même tes semaines d'ailleurs, elles sont rythmées comment en termes d'horaire? Alors, c'est une bonne question parce que ça bouge énormément. C'est l'organisation dans laquelle je suis. Elle s'appelle World Wide Friends. Et elle est très mal organisée, mais vraiment très mal organisée. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, par exemple, je suis arrivée dans une autre maison. Ils ont plusieurs maisons autour de l'île, en fait, et nous, en volontaire, on bouge dans chaque maison. En fonction des maisons, on n'a pas toujours le même travail à faire, etc. Et là, par exemple, je suis arrivée ici, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de chauffage, pas de wifi. Enfin voilà, donc alors qu'ils savaient qu'on venait ici, donc c'est mal organisé. Après, c'est comme ça, c'est aussi leur culture en Islande, apparemment, c'est beaucoup comme ça. Et donc, par exemple, mes semaines sont jamais pareilles. Je pourrais pas dire j'ai des horaires précises. Mais par exemple, j'étais dans une maison, dans un village qui s'appelle Hveragerði. On travaillait dans des serres où on plantait des tomates, on faisait des sachets de thé aussi, etc. Je travaillais de 8h à 15h. Donc voilà, on travaille 6 heures par jour. Normalement, les horaires stricts sont 6 heures par jour sur le contrat. Et puis, mais voilà, après, ça dépend énormément de qu'est-ce qu'on a à faire. Ça dépend aussi du climat. C'est aussi pour ça que les Islandais sont comme ça. C'est parce qu'en Islande, la météo change hyper vite et c'est très compliqué de prévoir. Donc, ce qui fait que des fois, on a des jours off alors que c'était pas prévu. Des fois, on travaille alors que c'était pas prévu. Donc voilà, faut juste s'adapter. Bon, alors, une chose est sûre, ça va t'apprendre les capacités d'adaptation, mais pas forcément les capacités organisationnelles. C'est ça. Des fois, je me dis, bon, d'accord, je sais m'adapter, mais par contre, faut pas que j'oublie quand même aussi l'importance d'être organisé. Parce que on aurait du coup tendance à un peu se laisser guider sur la vague et pas trop essayer de prendre les choses en main. Du coup, juste voilà, attendre que ça. Mais non, je fais l'effort quand même de pas mettre mon côté organisé de côté, quoi. Ça serait dommage. C'est ça. Et donc, du coup, en début de notre conversation, tu as fait un commentaire que la relation avec tes parents a changé depuis que tu es partie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, avant que je parte, par exemple, avec mon père, on n'était pas très proches. Voilà, pas trop de discussions.
Ouais, des fois la relation était un peu compliquée. Et depuis que je suis partie, par exemple, il m'appelle tous les jours. Et ça, c'est un truc de fou pour moi parce que enfin, on s'appelait quasiment jamais avant. Quand je suis partie, il a réalisé qu'il avait une fille en fait. Il s'est dit ah oui c'est vrai, j'ai une fille que j'aime bien. Et du coup, même s'il y a toujours pas forcément les mots qui sont là, je sens vraiment qu'on est beaucoup plus proches. C'est compliqué à expliquer, mais ouais, je sais pas forcément comment l'expliquer. Mais il y a vraiment quelque chose qui a changé entre lui et moi. Ma maman aussi, elle m'a dit que le fait d'être partie comme ça, d'avoir pris cette décision-là, alors que personne dans ma famille ne l'avait jamais fait, que j'avais juste suivi ce que j'avais envie de faire, alors que tout le monde me disait non, non, pars pas. Et bien que ça lui avait, elle m'a dit, ça m'a donné des ailes pour l'avenir. Je trouve que c'est quand même assez beau et ça m'a fait énormément plaisir et je n'aurais jamais cru que ça puisse changer mon entourage de cette manière-là. Ah, Le c'est fait de juste partir pour moi, en fait. très belle histoire. Bah, heureusement que heureusement que t'es partie tôt. Comme ça, au moins, l'avenir sera prometteur pour vous. Parce que tu disais que tu vivais avec ton copain, donc t'étais quand même plus chez toi à ce moment-là. Non, mais j'étais proche, j'étais à 45 minutes de chez eux. Donc, par exemple, ma mère, je la voyais presque tous les jours. Mon père, je le voyais rarement, mais il savait que j'étais là. J'étais à côté, pas loin. Donc, il savait que si vraiment j'avais besoin de lui, je pense, j'étais là en fait. Je pense qu'il prenait un peu notre relation pour acquise et tout. Il m'apportait pas vraiment, enfin, il montrait pas vraiment qu'il était là, même si pour lui, il était quand même là pour moi, il était quand même mon père, mais moi, je le ressentais pas forcément. Et maintenant, c'est différent. Je suis loin, mais il est plus là pour moi finalement que quand j'étais proche. Ah bah c'est génial, je suis super contente pour toi en tout cas. Et sinon, dans ma petite intro, j'ai parlé de l'Islande qui est pour moi... Alors la raison pour laquelle j'ai dit que c'était un pays sain, c'est parce qu'une fois j'ai regardé un reportage où ils avaient classé les 25 pays les pires ou les mieux où manger au monde. Je sais pas très français comme phrase, mais... Et du coup, l'Islande est arrivée numéro 1, car apparemment, ils disaient qu'ils mangent énormément de poissons et aussi beaucoup de fruits et légumes qu'ils ont eux-mêmes cultivés. Donc, est-ce que c'est vrai? Alors, qu'il mange énormément de poissons, je pense que c'est vrai. Après, j'en ai pas la preuve parce que malheureusement, je côtoie pas énormément d'Islandais. Ceux que je côtoie, ils consomment surtout de la viande. Beaucoup de viande, de moutons, parce qu'ils cultivent beaucoup de moutons. Après, je pense que oui, sachant que c'est une île et qu'il y a beaucoup d'industries de pêche. En Islande, je pense qu'ils mangent du poisson, ça c'est sûr. Et les fruits et légumes qu'ils cultivent, c'est vrai. Parce que, par exemple, là où je travaille dans les serres à Kfelagadi, c'est justement la ville, le village. Pour moi, c'est un village, mais pour eux, c'est une ville. C'est justement la ville où voilà, ils cultivent tous les légumes et ils produisent un peu pour l'île. Il y a aussi beaucoup d'importations, hein. Ça, c'est indéniable. Il y a, par exemple, le, le supermarché le plus cheap de l'Islande s'appelle Bonus. C'est là où on fait nos courses avec l'organisation et je vois les fruits et légumes qui sont là-bas, ils proviennent d'un peu partout comme on peut trouver chez nous au final. Et beaucoup d'Islandais se fournissent là-bas. Mais je sais aussi que oui, en effet, ils produisent leurs propres fruits et légumes dans ces fameuses serres. D'accord. Alors moi, j'ai jamais eu la chance de discuter avec une personne qui vivait en Islande. Donc je considère que tu vis là-haut, hein. J'ai juste parlé avec des touristes et ils m'ont tous dit que c'était super cher. C'est très cher. C'est le Ouais, pays le plus cher d'Europe en fait. d'accord. C'est pour ça que j'ai énormément de chance de vivre ici pour gratuit, clairement. Mhm. Par exemple, hier, je suis allée voir un musée absolument génial qui parlait de toute l'histoire d'Islande, et le musée Perlan. Et c'est assez cher pour y aller. Je ne sais plus exactement ce que c'est en euros, mais c'est environ 1500 kronas ici. Et pour moi, c'était gratuit, par exemple. Mais c'est assez cher. La nourriture, c'est cher. Tout est cher, en fait. La seule chose qui est pas chère, c'est... Enfin, qui est normale, plutôt, c'est les forfaits téléphone, les choses comme ça. Mais sinon, tout est cher, vraiment. Ouais. Parce que du coup, ouais, si tu as 6 euros par jour, tu dois pas avoir grand-chose à manger avec 6 euros par jour. Bah en fait, ces 6 euros par jour, je les utilise pas parce que la nourriture qu'on a, on l'a grâce à l'organisation qui nous la fournit directement. Et oui, en fait, si je veux utiliser mon argent, ça va être si j'ai envie de m'acheter des choses ou de faire
quelque chose en particulier, une chose en particulier en Islande. Mais comme on est toujours un peu au milieu de nulle part, on vit pas en ville où voilà, on est toujours au milieu des montagnes, où, voilà, ben tu peux pas utiliser ton argent de toute manière, quoi. Donc au final, voilà, je dépense pas ici. Après, comme je l'ai dit auparavant, mon copain va arriver et là, oui, je vais dépenser, ça, c'est sûr. Parce que comme on va louer, par exemple, on va essayer de louer en van, etc. Et là, ça va coûter cher. Donc ouais, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en Islande, c'est très cher. Si tu veux y aller, je te conseille d'avoir un petit budget. C'est ça. Parce que du coup, t'as C'est sûr. quand même le droit de prendre des vacances. Oui, ben c'est ça. Quand il va venir, c'est mes jours. On peut prendre 2 jours par mois. Donc, et on peut les cumuler. Donc moi, c'est ce que je vais faire. D'accord, moi c'est génial ça. Mm. Et donc du coup, moi la question que j'ai hâte de te poser, c'est est-ce que tu as déjà vu des aurores boréales? Oui. Ah, Justement, ici, là où je suis actuellement. Donc la première fois que j'en ai vu, c'était en octobre. C'était le premier mois où j'étais là, en fait. Et finalement, après, j'en ai pas vu tant que ça. J'en ai vu 3 ou 4 fois. Une fois, 2 fois ici. Non, du coup, j'en ai vu 3. 2 fois ici et une troisième fois dans l'est du pays. Et après, j'en ai plus vu parce que j'étais à Kvedagadi. Je suis beaucoup restée là-bas. Et quand on a beaucoup de lumière, c'est difficile de les voir, ces aurores boréales. Donc c'est mieux quand on est dans les montagnes, voilà, un peu au milieu de nulle part pour pouvoir profiter des aurores boréales. Mais c'est magnifique, ça c'est sûr. J'espère ce soir qu'on va en voir parce que le ciel est très clair. super. Je te le souhaite. En tout cas, tu sais qu'il y a une application Ouais. qui te permet de traquer le meilleur moment de voir les aurores boréales. Oui, je l'ai. C'est génial. Ah oui, je regardais par rapport au drapeau de l'Islande. Je sais pas si tu t'es renseigné un peu ce que ça voulait dire. Alors pas du tout. Non, Peut-être que tu vas m'apprendre. Eh ben oui, apparemment Je sais comment il est fait, bien sûr. Mais ce que ça veut dire, aucune idée. Alors en fait, c'est les bleus, blancs, rouges. Le bleu représente la glace et l'océan. Le blanc représente la neige. Le rouge représente le feu du volcan. Oh, ok, d'accord. Ben, c'est tout à fait l'Islande. Clairement, en vivant ici, je peux dire que ça résume très bien le pays. Il y a de la glace, il y a de la neige et il y a les volcans qui sont en activité, donc c'est exactement ça. Voilà, donc tu pourras le dire autour de toi. Je trouvais que c'était super intéressant. Et du coup, est-ce que t'as visité un peu quand même? Il y a des choses qui t'ont marqué? Ouais, ben, j'ai fait le Golden Circle. Donc, Golden Circle, c'est très connu ici. Il y a un parc national, il y a une cascade et il y a les fameux geysers islandais là, qu'on voit toujours en photo. C'est magnifique. Le fait de voir ça en vrai, c'est absolument extraordinaire de voir que l'eau jaillit du sol comme ça, c'est extraordinaire, vraiment. Puis après, j'ai fait la côte sud, donc avec les cascades très connues, Skogafoss, qu'on peut voir dans la série Viking, si tu connais. Le genre de cascade où on peut passer derrière, qui sont dans des grottes. Enfin, il y a des cascades absolument partout ici. J'ai fait le glacier Vatnajökull, la partie qui est visitable, la Diamond Beach où il y a de la glace sur la plage, la Black Beach, et puis dans l'est aussi un canyon dont je me souviens plus du nom parce que les noms ici pour s'en souvenir c'est compliqué. C'est ça. Ouais, j'ai fait pas mal de cascades, de canyons. Est-ce que tu as pu aller te réchauffer dans certaines hot springs? Je sais même pas c'est quoi le mot en français, désolée. En français, oui, je saurais pas dire non plus. Oui, on va y appeler Hot Spring. Oui, côté de Kfelaredis, cette fameuse ville, on a possibilité de faire une randonnée magnifique sur la montagne, entre les montagnes d'ailleurs. Enfin voilà, et c'est très très beau. Et à la fin, on arrive dans la rivière, chauffée naturellement, la magie de l'Islande, et on peut se prélasser à l'intérieur. J'y suis allée 4 fois dans cette rivière, et j'y suis allée une fois à moins 15 degrés. C'est très froid. Enfin, dehors il fait très froid, dedans c'est très chaud du coup. Faut vite sauter dans l'eau, quoi. Et là, en hiver, du coup, ça descend jusqu'à combien les températures? C'est pas trop difficile? Ça descend pas si bas finalement. Là aujourd'hui c'est très froid. Je pense qu'il faisait moins 15 degrés, mais c'est jamais allé plus bas. En tout cas le temps que je suis ici. Et c'est très drôle parce qu'ici il neige finalement moins. Enfin moi j'étais beaucoup dans le sud de l'île et il neige moins qu'en France par exemple. En ce moment, c'est dingue. J'aurais pas cru, mais c'est vrai.
Donc voilà, mais oui, il fait froid, mais alors, chose importante, avoir des vêtements qui tiennent chaud et qui sont imperméables parce qu'il pleut, il fait froid, donc vraiment, c'est hyper important. Ça peut vraiment vite gâcher le voyage. Ouais, surtout que du coup, j'imagine qu'il vaut mieux pas acheter sur place. S'il te manque des habits, ça doit peut-être coûter assez cher. Ouais, oui, oui. Il y a beaucoup d'endroits où on peut acheter ce genre de vêtements, mais c'est cher, ça c'est sûr. Après, par exemple, moi, ma famille m'a aidée, mais on a mis le prix sur les équipements, et c'était cher aussi. On achetait vraiment de la qualité, et au final, ici, le prix est le même que ce que j'ai pu acheter moi en prenant de la qualité, de la vraie qualité. Mais si, par exemple, vous voulez acheter des vêtements de moins bonne qualité, mais du coup moins cher, oui, vaut mieux acheter directement en France. Ok, très bon conseil. Du coup, avant que je te pose les questions de la fin, est-ce que tu aurais toi des conseils? Des conseils, je sais pas forcément, mais en tout cas, l'Islande, c'est absolument un pays magnifique. C'est vraiment, je suis amoureuse de cette île. Il y a des montagnes partout. Si vous aimez randonner, allez en Islande. Mhm. Tu peux randonner absolument partout. C'est très très beau. Vraiment très très beau. Et une chose que je dis beaucoup à mes amis, enfin les gens qui n'y sont pas allés, c'est que cette île, pour moi, elle est vivante. Mais elle est vraiment vivante, pas parce qu'il y a du monde, parce qu'il n'y a que 350 000 habitants, il n'y a personne. Mhm. Mais elle est vivante de par tout simplement sa nature, de par les volcans, les cascades, les sources d'eau chaude, la géothermie. Tout ça, ça rend l'île hyper vivante. Et au final, toi, en tant qu'être humain, tu te sens tout petit et tu sens qu'il faut que tu prennes vraiment soin de cette terre, vraiment. Tu me fais rêver. Il faut juste avoir un peu d'argent. Et donc du coup, les questions que je pose toujours à la fin, c'est, bah toi du coup, c'est si Élise d'aujourd'hui pouvait parler à Élise de l'année dernière, donc toi c'est encore très récent, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais pas avoir peur de faire ce qu'elle veut faire. Et je lui dirais surtout qu'elle est capable de tout, en fait. Parce que par exemple, je me disais que je serais jamais capable de parler anglais, mon Dieu, d'arriver dans un endroit où je peux pas parler français, comment je vais faire pour me faire comprendre. Et au final, t'es tellement exposé à ça que ben, t'as pas le choix, qui va, et au final c'est génial, ça te fait grandir, et après t'es super fier de toi et t'as juste envie de continuer d'avancer. Donc la seule chose que je lui dirais, ouais, c'est de pas avoir peur et qu'elle est capable de tout si elle veut vraiment le faire. Génial. Donc toi j'imagine que tu vas rentrer en France, mais tu risques de vite repartir. Ouais, c'est dans les projets, oui. Et donc du coup, est-ce que Ouais. tu aurais une citation ou une chanson que tu aimerais partager avec nous? Une chanson, je dirais Le naufragé de je ne sais pas qui. Je ne sais pas, mais, euh, mais Le naufragé, c'est une chanson que j'écoute tout le temps, mais je sais même pas qui la chante en fait. Et c'est une chanson qui parle du voyageur qui a toujours besoin de partir, mais dans son voyage, il rencontre par exemple une fille dont elle tombe amoureuse de lui. Mais la seule chose qui le fait vraiment voyager, c'est d'être sur son bateau en fait. Et c'est pas mon cas, moi je suis amoureuse d'une réelle personne. Mais c'est vrai que j'ai aussi besoin de voyager comme ça, d'être toujours un peu sur les vagues et de découvrir constamment. C'est très beau ce que tu dis. Et on n'en a pas parlé une seule fois, mais peut-être que tu veux citer aussi, tu as un podcast qui est fantastique aussi, que j'adore écouter. Ouais, mon podcast, c'est Voyage en solo. Et justement, je partage un peu mon expérience ici, les conseils par rapport au corps européen de solidarité. Donc dessus, je partage pas mal de choses comme ça parce que c'est vrai que c'est vraiment compliqué de trouver les informations sur comment faire une année de césure, par exemple. Enfin, pour moi, ça a été vraiment le parcours du combattant, de savoir quoi faire, etc. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on promeut en France, l'année de césure, les expatriations comme ça, etc. On parle plus d'Erasmus, des stages, mais pas trop des années de césure. Donc oui, sur Voyage en solo, je parle de ça. Et puis j'ai aussi fait pas mal d'interviews sur des femmes qui ont voyagé seules dans le monde entier. Donc voilà, je vous invite à aller l'écouter. Mais en tout cas, j'adore écouter tes épisodes. En tout cas, je te remercie. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ou de me suivre sur FiExpat. Et toi, tu as aussi un compte Instagram qui s'appelle également... Voyage en solo, oui. Voilà. Donc, Voyage-du-bas solo. super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et puis je te souhaite de bien continuer. Partage-nous
plein de super belles photos. Merci beaucoup à toi, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et puis j'espère que tu as appris un peu plus sur l'Islande quand même. Ah bah C'est vrai carrément. que c'est un pays vraiment... On n'en parle pas trop, même si de plus en plus, mais on connaît pas trop tout ce qui est culture, etc., plus les paysages. Mais oui, c'était une question intéressante sur ce qu'ils mangeaient, par exemple. C'est vrai. Et encore merci. Merci à toi.